Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. Ce soir, nous recevons un chanteur qui est rentré dans le patrimoine collectif d'une bonne génération de Guyanais. C'est un gars du quartier Césaire qui a baigné dans la musique comme on baigne dans un bain-marie. Il est aimé pour son talent, mais surtout pour sa simplicité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Amadeus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le plaisir est pour moi. Vous êtes né le 9 octobre 1976 à Cayenne. Vos proches disent de vous que vous êtes protecteur, soucieux de l'autre, respectueux, généreux, mais peut-être un peu trop. Issu d'une famille de musiciens, vous vous êtes très tôt initié à la musique. À 15 ans, vous montiez déjà votre groupe original Bad Boys de Chicago avec votre ami de toujours, Profa. En 1993, vous montez pour la première fois sur scène aux côtés d'MC Solar de Passage en Guyane. On ne peut pas parler de vous sans parler d'Arsène Popo et Fofo. Ils ont lancé votre carrière avec notamment le groupe Excel. En 2001, après 3 albums, vous prenez la direction de la Métropole. C'est la même année que le groupe 333 de Negro Crew verra le jour. En 2005, vous participez sur la compile Redeem or Not Redeem avec le morceau qui résonne encore dans toutes les têtes, Boulessa, titre que vous co-signez avec Profa. Vous enchaînerez les titres et les clips avec votre groupe, mais aussi en solo. Après votre hymne à la tolérance avec la chanson PIA en 2017, vous vous consacrez pleinement à votre vie de famille. Votre secret, vous aimez prendre votre café en plein centre-ville et discuter en toute humilité avec les personnes qui osent vous approcher. Alors moi, je vous ai rencontré avant de... je suis arrivée en Guyane et je vous ai rencontré plusieurs fois dans la rue justement. Je faisais des micro-trottoirs en tant que journaliste et c'est souvent à cette occasion que je vous ai rencontré très disponible à chaque fois. En fait, je suis le personnage très... Comment dire ? Je suis quelqu'un de très facile au contact. J'aime cette proximité avec les gens qui fait que l'on me voit assez souvent dans les rues de Cayenne et plus précisément à mon endroit. La Cité Césaire. À la Cité Césaire, mais aussi au centre-ville que j'affectionne particulièrement. Et c'est important pour vous de garder cette proximité avec les gens, même en étant artiste, même en étant connu, reconnu? Ce sont ces personnes-là qui me font savoir qui je suis et aussi garder cette humilité qui est en moi et qui est mon maître mot. La simplicité et aussi l'accessibilité, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On va parler du souvenir de l'invité. Un souvenir marquant chez vous est un souvenir qui remonte à la petite enfance où vous avez connu un accident plutôt grave. C'était quelle occasion? Oui, quel souvenir? C'est un souvenir lointain puisque ça remonte déjà à plus d'une trentaine d'années. J'étais en classe de la Magistala maternelle et j'aimais beaucoup suivre ma grande tante, qui n'est pas très âgée, plus âgée que moi, elle a 3 ans de plus que moi. Et en fait, j'aimais bien la suivre, c'est ma tante Patricia, et elle était avec ses copines, les copines de la Cité Césaire. Et moi, j'étais à l'école, à la maternelle de Mirza. Oui. Et je m'amusais à la suivre et sans regarder avec toute mon insouciance, j'ai traversé la rue et c'est là qu'une mobilette est arrivée. Vous aviez quel âge? Juste 2-3 ans? J'avais peut-être 3-4 ans. Oui. 3-4 ans et j'ai traversé sans regarder et puis la mobilette m'a percuté. C'était un monsieur, il était paniqué et toutes les copines de ma tante, le monsieur a passé un sale quart d'heure avec elle en tout cas. Donc voilà. Comment votre grand-mère a réagi? Parce qu'elle vous a élevé, en plus de votre mère, elle était vraiment très présente dans votre éducation. Comment elle a réagi en voyant sanglanter comme ça? Ma grand-mère était affolée. Elle était affolée de voir son petit-fils arriver comme ça avec tout plein de sang parce que j'étais dans les bras d'une des copines à ma tante qui s'appelle Margot, qui est aussi de la Cité Césaire. C'est elle qui m'avait porté dans ses bras. Je ne sais même pas si elle doit se souvenir de ça. En fait, en tant qu'enfant, c'est le souvenir marquant qui m'est resté. Et je peux imaginer d'avoir la tête même quand je parle quand je parle de cet événement à ma mère, même à ma grand-mère, ils me disent « Mais comment ça, Timoun? T'as qu'à songer ça toujours ?» J'ai dit « Ben oui. » Vous savez, ce sont les choses qui vous font le plus mal, qui vous marquent. Et ça m'est resté. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en parle comme si c'était hier, en fait. Vous êtes devenu un adulte plus prudent, peut-être, grâce à ça? Beaucoup. À la Cité Césaire, c'était la famille, les amis, surtout la musique. Et Arsène Popo, que l'on connaît comme grand batteur guyanais, était l'un de vos idoles à l'époque. Racontez-nous un peu comment vous l'avez rencontré. Comment Arsène m'a rencontré? Je crois qu'Arsène, il m'a vu naître. Parce que nous sommes deux familles, la famille Boissel et la famille
de la famille de ma grand-mère, enfin la famille de mon côté, ben, ce sont deux familles qui ont évolué ensemble. Parce que ma grand-mère, c'était une très bonne amie à la maman d'Arsène, malheureusement qui n'est plus. Et d'ailleurs, je fais ce petit clin d'œil parce que ce sont des personnes quand même c'était le vivier de la cité Césaire, toutes ces personnes. Et elles se sont toujours suivies. Au début, elles étaient à Zila, après elles sont parties habiter à la Rénovation. Et après la Rénovation, ça a été la cité Césaire. Il y a déjà une quarantaine d'années, j'avais à peine 1 an et demi quand on est arrivé à la cité Césaire. Et Arsène, bon, il m'a vu naître. Mais Arsène n'a pas vraiment grandi. Il a grandi entre la Guyane et la métropole. Mais c'est en le voyant jouer à la batterie? En le voyant jouer, parce que j'étais au collège à Paul-Capel au tout début. Je fais ma 6e à Paul-Capel. Et c'est un midi, enfin, il était midi, je rentrais chez ma grand-mère pour manger. Et je l'entends en train de taper sur sa batterie. Donc je traverse. Et c'est là que je lui dis, ben, je veux chanter. Et il avait une petite boîte à rythme. Oui. Et c'est là qu'il m'a composé un morceau. Je pense qu'il n'a même plus se souvenir de ça. Ça remonte à 91, 92, ça, oui. Ce dont je parle. Et c'est là qu'il m'a composé mon premier morceau. Et j'étais tellement content, j'ai dit, oula, pour une fois, puis il m'avait branché un micro. Et comme j'étais un enfant, donc pour moi, j'étais tellement émerveillé que je faisais écouter le son à tout le monde, quoi. Mais bon, sans mais savoir. la cité Césaire, ça regorgeait d'artistes à l'époque. Il y a pas mal de gens qui sont sortis de là. Profa, qu'on a reçu il y a pas quelques temps. Profa, c'était plus la cité Mirza. D'accord. Et le village chinois. Mais en fait, à la cité Césaire, nous avons Nadège Chauvet. Oui, c'est ça. Nous avons Jornik. Nous avons Atalestic, le neveu d'Arsène, Arnaud. Et bien d'autres. Peut-être que j'en oublie. Et le groupe Excel, ça s'est constitué comment? En fait, le groupe Excel, Arsène était parti en tournée avec le groupe Kassangui de Madame Diomar à l'époque. Et c'est à son retour de vacances, je crois que c'était en 94, si je ne me trompe, il me dit que oui, qu'il prépare des sons avec un gars. Je lui dis, ah ouais. Et puis il me dit, bon, ben, ce mec aimerait bien me rencontrer, parce qu'ils ont entendu que j'avais déjà fredonné dans les Big Fun vacances, parce que pendant les vacances de 94, j'avais déjà fredonné le son Pose the Gun, oui. mais sur l'instrumental de Metal Soon, Jolie jeune fille, avec Type One, qui est Jean-Claude Zabo. Et de là, il me présente à Florio Euphrosine, dit Fofo. Et la présentation s'est faite à la cité Mirza. Et c'est là que les deux, ils se sont mis à composer le morceau Pose the Gun. Et c'est comme ça que je rentre dans la petite croisade du groupe Excel. Alors, votre passion, votre vie, votre musique, vous l'avez rencontrée depuis l'enfance et l'adolescence. Et votre amour, l'amour de votre vie également. Est-ce que vous connaissez les Inséparables? Les Inséparables. Les Inséparables, c'est des oiseaux qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et on a vu cette photo de votre femme et vous étiez sur une mobilette, on peut voir cette photo. Et vous êtes toujours ensemble, vous avez fondé une famille aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors c'est une photo qui remonte à 95, si je ne me trompe. C'était en 1995. Officiellement, on est sortis ensemble depuis 95, donc ça va faire, on va dire, 24 ans. Quand même. 24 ans, bon, après, il y a eu comme dans tous les couples, hein, il y a des hauts et des bas. Et avec nos deux caractères, et je pense que c'est une personne qui a su m'orienter, qui a su me diriger, qui a cru en moi, parce que c'est grâce à elle que je suis devenu le personnage que vous voyez devant vous. Et j'avais besoin de ça aussi, pour pouvoir aussi redescendre et avoir les pieds sur terre. Quel rôle le rôle de l'apaisement, le rôle de la sécurité, le rôle de, le rôle de C'était compliqué à un moment donné de garder les pieds sur terre face au succès? Vous savez, quand on est jeune, et puis vous êtes demandé de partout, vous êtes sous les feux de la rampe, vous ne savez plus où vous donner de la tête. Vous êtes adulé, vous êtes convoité, même je dirais, là-dessus je ne cacherai pas, et que bon, vous savez, les groupies, c'est à ce moment-là que ça vient, ça grossit surtout autour du personnage, mais on ne voit qu'une seule facette. Mais il y a aussi l'homme, quand il rentre à la maison,
Et ce jeune adolescent que j'étais à l'époque, hein, puisque bon, nous n'étions pas encore en vie de couple, donc moi, je rentrais chez mes parents, mais j'avais besoin quand même de cette écoute de part de ma copine à l'époque, qui est devenue ma femme par la suite. J'avais besoin de cette écoute, de son écoute surtout, de son avis, dans tout ce que je faisais. Elle a toujours été au cœur de tout ce que je faisais. Elle m'a toujours donné ses conseils. Et pour dire, par rapport à toute cette construction... C'est elle qui vous a canalisé un peu? Canalisé, oui, parce qu'il faut quand même être costaud pour pouvoir être avec moi. Elle a tous les caractères, elle a tout ce tempérament pour pouvoir aussi me calmer en quelque part, aussi me faire savoir, hey, tu es un être humain comme moi-même, donc... Calm down. Ouais. Se calmer un peu. Dans cette émission, on demande à l'invité de nous parler d'un livre. Et justement, ce livre va rentrer un peu dans cette phase d'enfance où beaucoup de choses se sont passées pour vous. Vous auriez beaucoup aimé lire ces 2 livres quand vous étiez plus jeune. C'est quoi ces livres? Pigment, Névralgie de Léon Gontran Damas, et aussi les contes et proverbes de M. Oxens Cantou. Parce que je trouve que ce sont 2 bouquins qui résument en partie l'éducation, mon éducation surtout quand Damas, quand j'ai lu Damas. En fait, j'ai lu Damas par rapport à Madame Anne-Marie Césaire. Anne-Marie, autant pour moi. Anne-Marie Rézère, autant pour moi, je suis sur Césaire. Les amis de Léon Gontran Damas. Voilà, les amis de Léon Gontran Damas. Et c'est grâce à cette dame qui a su me faire porter un regard sur l'auteur qui était Damas, et aussi par rapport à cette profondeur, la profondeur de ses écritures, par rapport à l'éducation lui-même qu'il avait reçue, de par sa tante chez qui il vivait, et cette éducation qu'il a retransmise dans ses poèmes. Vous parlez d'une éducation à la créole. Et quelles sont les valeurs de cette éducation? Mais l'éducation à la créole, déjà, si on regarde bien, moi-même, ayant été éduqué par une grand-mère, puisque ma mère était encore jeune quand elle m'a eu, donc je pense qu'à l'époque, surtout pour les jeunes de ma génération, c'était beaucoup plus fréquent de grandir chez une grand-mère ou chez une tante. Et on peut dire que l'éducation était stricte, beaucoup de rigueur. Tout comme quand Damas nous dit, par exemple, et j'ai beau avaler cette gorgée d'eau 3 à 4 fois par 24 heures, et me revient, dans mon enfance, mon enfance qui me revient comme dans un instinct, tel le flic, le voyou, désastre par les mots. Et en fait, il remet en cause cette éducation qu'il a reçue, une éducation, on va dire, une sorte d'assimilation qu'on a su, que sa tante, malheureusement, qui elle-même avait reçu aussi une éducation à la bourgeoise, a voulu lui inclure, lui inculquer même. Et je pense quand il dit « OK », c'est comme s'il regurgitait. Il regurgite, en fait, il rejette cette éducation qu'on a voulu lui donner. Et quand il dit désastre, il se dit que, mais en fait, c'est pas ça son éducation. C'est pas ça ses racines, sa tradition. C'est l'éducation à l'africaine qu'il aurait voulu avoir. Et l'éducation à l'africaine et l'éducation à la créole, elles se rejoignent beaucoup aujourd'hui, à l'heure actuelle? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre le moment où des esclaves ont quitté le continent africain pour venir ici. Mais il y a quand même des similitudes qui sont encore présentes, on va dire. Il y a des similitudes puisque, vous savez, on aime bien ce mot, spécificité. Nous avons nos spécificités, nous, dans les DOM. Surtout, moi, je parle pour moi, en Guyane, pour moi, c'est tout à fait normal qu'un enfant reçoive, par exemple, une remontrance de par ses parents. Attention, c'est interdit par le ministère de... C'est interdit par le ministère, mais comme moi je dis, le ministère, chez moi, c'est moi qui suis le ministère. Donc, mais vous savez, c'est ça aussi le bémol de notre société, puisque en même temps, on veut donner une éducation à nos enfants, on voit l'échec que c'est par la suite, de fait que l'État lui-même veut nous inculquer comment éduquer nos enfants, alors que l'État lui-même voit qu'elle-même, c'est à double vitesse, c'est à double tranchant.
L'État n'arrive pas justement à réguler, même à gérer tout. Parce qu'il y a des excès, en tout cas, dans ces violences éducatives. Il y a certains parents qui vont au-delà de la simple éducation, qui vont réellement dans la violence. Dans la maltraitance. Malheureusement, c'est vrai qu'il faut quand même un œil, on va dire, averti pour pouvoir légiférer, même par rapport à toutes les lois que nous connaissons. C'est vrai qu'il y a eu de l'abus. Ben, comme j'aime à le dire, ma mère aurait dû faire la prison. Parce que j'ai reçu des coups et aujourd'hui, je lui dis merci. Je lui dis merci parce que peut-être que sans ces coups-là, peut-être que j'aurais pu dériver, peut-être que j'aurais pas su mes limites. Et je remercie ma maman pleinement, ma maman, ma tante et ma grand-mère, bien sûr, parce que tout ça, ce sont ces personnes-là. J'ai été élevé par que des femmes. Qui vous ont maintenu. Qui m'ont maintenu. On arrive au coup de cœur de l'émission. Justement, c'est des gens également qui vous ont soutenu, maintenu dans la vie. Yogi est votre coup de cœur dans cette émission. Waouh. Qui est-il déjà? C'est mon frère. Yogi, quand je dis mon frère, c'est mon frère de sang, on se connaît depuis le berceau. Nous, on le connaît parce que c'est notre ingénieur du son et on l'aime beaucoup pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Il faut savoir que Yogi, c'est le personnage culminant même de ma vie, puisque c'est lui qui va me faire aussi m'intéresser à la musique rap des États-Unis et aussi de la France, des Français à l'époque, parce qu'en fait, Yogi, il faut savoir qu'il voyageait beaucoup, jusqu'à maintenant. En tout cas, c'était le premier à voyager quand nous étions enfants et qui nous ramenait tout ce qui sortait déjà à l'avance, tout ce qui sortait en métropole et aux États-Unis. Et il était déjà très axé sur cela. Oui. Et il m'a fait connaître IAM, il m'a fait connaître NTM, ça c'est Yogi, qui m'a dit « Tiens, écoute ça, ouais, tu devrais chanter comme eux et tout ». C'est l'homme, même je dirais... C'est celui qui a toujours cru en moi, qui d'ailleurs me tire les oreilles tout le temps, qui me dit « Oh, tu peux faire mieux que ça, vas-y, sors le son de l'année ». Il faut savoir que Yogi est à la base aussi de tous mes arrangements. Faut cesser, le son étudié, le morceau PIA et le morceau Novembre 96, il y est pour une grande importance dans tous ces morceaux. Et sans lui, je pense que j'aurais pas pris cette direction. Yogi fait partie de l'équipe parce qu'en fait, ça me fait plaisir aussi de travailler avec mon frère mon frère de toujours. De la Cité Césaire, vous vous êtes rencontrés là-bas. Et aussi Gaël Lingibé qui vous a rejoint par la suite dans votre équipe sur votre dernier travail, le projet sur PIA, il me semble. Oui. Gaël Lingibé. En fait, Gaël, la rencontre s'est faite, Gaël et Marc, la rencontre s'est faite par rapport à une structure qu'on a montée, qui est le G-Factory, avec Carl Yontag, YP et tous les autres, et Lizzy aussi. Et en fait, quand je l'ai rencontré la première fois, je lui ai dit « Je veux que tu travailles avec moi ». Elle m'a regardé, il m'a dit « Mais pour faire quoi ?» Je lui ai dit « Je veux que tu sois mon manager ». Elle m'a dit, mais tu es sûr et tout. J'ai dit, oui, je veux que ce soit toi. Parce qu'elle est d'un sérieux. C'est une nana, en fait, j'ai l'impression que quand on lui donne quelque chose à faire, elle le prend à bras le corps. Et même, des fois, elle se met dans des états pas possibles quand elle ne réussit pas. Et je sens que c'est le genre de personne qu'il manquait. En fait, c'est dans mon pulse. C'est le pulse manquant qu'il manquait, justement, pour pouvoir me propulser. Et Gaël a su me donner cette énergie, parce qu'il y a eu comme une synergie entre nous. Et jusqu'à aujourd'hui, on travaille encore ensemble. Bon, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à la musique, mais dès que je fais quelque chose, Gaëlle, c'est inéluctable qu'il faut qu'elle soit là. Elle est d'une efficacité, ça ne m'étonne pas d'elle. Je dirais même qu'elle est au summum. Très bien. Je vous confie le livre d'or pour écrire une citation pour nous et pour la postérité. J'aime bien dire ça, parce que comme ça va nous donner un côté un peu solennel dans cette histoire. Donc une citation qui vous tient à cœur et que vous souhaitez partager avec nous dans cette émission. Je vous laisse l'écrire. Ok. Quelle est cette citation? Tout tambour pouvait changer d'Itibois. En d'autres termes, tu ne sais pas de quoi demain... Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et en même temps, nous sommes tous remplaçables. Nous sommes tous, éventuellement... Le cimetière rempli de gens indispensables. Indispensables, voilà. C'est important de garder ça à l'esprit quand on est artiste.
C'est dans Pour un ma domaine part, oui. en particulier Oui, où puisque cela me ramène, enfin, comme on dit, hein, chaque mort nous ramène à la réalité de la vie. Chaque personne que l'on connaît qui part, nous fait savoir que peut-être que nous sommes le prochain. Et ça, je garde toujours en tête que nous avons tous déjà notre ticket d'embarcation. Donc, voilà. Et vous me disiez également que pour rester à la page, c'était à vous de vous rendre encore plus actuel dans ce que vous faites. Parce que les générations actuelles poussent... Ça change. Une génération pousse une autre. Et si on regarde bien, et ça va très vite, surtout avec Internet, surtout vu comment le monde lui-même, il bouge. Il y a tout plein de changements. Parce que moi, quand j'ai commencé la musique dans les studios, c'était sur DAT. C'était sur DAT, c'était une petite cassette que l'on envoyait. Ensuite, pour une grande industrie MPO en France, pour pouvoir faire en sorte que le CD il sorte. Oui. Et maintenant, si vous regardez bien, tout s'est dématérialisé. À la maison, on peut faire notre truc et puis plus trop besoin. Donc plus de facilité peut-être pour être un artiste par rapport à avant. On avait besoin de plus de moyens, beaucoup plus de facilité, plus de gens autour de soi. Et aussi au niveau des médias, je pense que Internet prend le relais. Parce que maintenant, tout à chacun peut faire sa pub. C'est vrai que les médias, quand même, restent importants. Mais celui qui, maintenant, il suffit que tu sortes ton son, tu es dans tes toilettes, tu sors un son, il peut être un tube peut-être au Japon, tu ne sais même pas. Et juste parce que tu l'as mis sur une plateforme. Donc, je pense qu'il y a cette facilité. Oui. Et il ne faut pas être absent de tout cela, il faut l'utiliser. On va laisser la parole à quelqu'un qui vous a vu faire vos premiers pas en musique, peut-être enregistrer les premières cassettes dans le salon, dans la cuisine, chanter à tue-tête aussi. On va écouter cette personne qui a quelques mots à vous dire. On regarde. Bonjour à tous, salut le frère. Bon, pour décrire mon frère en quelques lignes, côté intelligent, je dirais que c'est quelqu'un qui aime se cultiver, qui aime lire, qui aime être au cœur de l'actualité. Côté talentueux, la musique, depuis tout petit il est dedans. Il écoutait souvent du rap, en particulier le rap français. Il était influencé par les MC Solar, les Sages Poètes de la rue, le reste j'en passe. Côté souvenir, le souvenir qui me revient à chaque fois, c'est que tu écoutais la musique trop fort, le frère. Et que maman venait à chaque fois te supplier de baisser la musique. À 700 mètres de l'appartement, on entendait ta musique. Tu faisais partager les voisins. Bon, voilà quoi. Et un message pour toi, le frère, je dirais que grâce à toi, j'aime le rap français. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à m'en passer. Donc, je te remercie pour ça, le frère. Voilà quoi. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et puis à bientôt, le frère. Voilà. Ah, mon frère chéri, mon petit frère, Mike, ça me fait plaisir. Ça me touche même, je dirais, j'ai même plus les mots. Parce que je ne pensais pas que vous avez réussi à le joindre. Aussi. Parce que moi, il ne vit pas en Guyane. Vous ne savez pas à quel point Kelly peut dénicher des personnes. Je suis bien étonné, parce que je pensais qu'on aurait appelé YP ou Yogi. Voilà, c'est le principe ou d'une même surprise. Mikey, parce que Mikey aussi, comme il travaille chez vous, Mikey, on a fait classe ensemble. En tout cas, ça me fait plaisir de ce que mon frère vient de dire, parce que c'est vrai, tiens Mikey, c'est vrai que j'avais pas conscience du bruit que je pouvais faire aussi dans la cité, parce qu'on habitait Montlucas aussi après, et je faisais énormément de bruit en mettant ma musique. D'ailleurs, en parlant de musique, on va enchaîner avec la petite musique que vous avez choisie dans cette émission, Tonton Joe, Chicago. Chicago. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai habité Chicago moi-même, et Tonton Joe, feu Tonton Joe, c'était un grand ami. Chicago le quartier ou Chicago la ville? Non, Chicago le quartier. Peut-être qu'il c'est un jour Chicago la ville, Allez, mais en tout cas c'était Chicago le quartier, dont on sait, quartier défavorisé, quartier où il y a toutes sortes de trafics qui transitent. Mais en tout cas, c'est mon quartier de cœur. Et jusqu'à maintenant, c'est le quartier où je vais sans ambiguïté. Tout le monde me connaît. C'est votre deuxième maison, un peu comme Césaire, Chicago. Césaire, Chicago. En même temps, presque tous les petits quartiers de Cayenne, mais en tout cas, Chicago particulièrement, c'est mon quartier de cœur. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.